à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Chalet d'un monde de jeu avec un invité exceptionnel. Bonjour. Bonjour Pierre, je rigole parce que je sais que t'as rigolé ce matin en matinale, t'es pas habitué encore à être exceptionnel, mais si tu viens souvent, sache-le, on est exceptionnel quand on vient au Chalet, on est exceptionnel aussi parce qu'on vient présenter des jeux de société, et c'est ton cas, tu viens pour Pixie Games. Oui. Vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, et tu viens nous parler, alors on a décidé de faire une vidéo, comme c'est votre toute première venue au Chalet, on a décidé de faire une vidéo sur des jeux qui sont pas forcément que les sorties du moment. Non, il y a tout ce qui a plutôt bien fonctionné là dans l'année, ouais. En tout cas où on dit ah ok, Pixie Game, je peux l'associer à ce jeu-là, et on va avoir, en fait ça me permettra aussi de glisser sur les futurs jeux qui vont arriver, parce que soit il va y avoir des auteurs redondants, ou au contraire des partenariats qu'on a établis avec des maisons d'édition, je peux vous dire ah ça peut arriver. Et j'espère ne pas aller trop loin. Et il y aura des scoops dans cette vidéo, on va vous présenter des jeux, on va vous créer des envies. Ça, vous le savez quand vous regardez nos vidéos, il y en a certains, vous allez vous dire « Oh, celui-ci, je le veux dans ma ludothèque, indiquez-le nous en commentaire de cette vidéo. » Vous faites votre marché, vous avez votre petit panier, vous avez les commentaires qui sont à votre disposition, marquez ceux auxquels vous avez envie de jouer. À chaque fois, on regarde avec curiosité, on répond à ces commentaires. Même tu les regardes aussi parce même que ceux que vous avez déjà, franchement je suis curieux de savoir l'état de votre ludothèque ludique. Exactement, on n'a pas tous les mêmes avis, donc ces avis ils construisent aussi les échanges que nous avons entre nous, ça nous fait plaisir d'en parler, ça nous passionne. Vous avez le sommaire, la liste des jeux dont on va parler qui s'affiche à l'écran, et évidemment on va jouer un tout petit peu sur certains de ces jeux parce qu'on a la possibilité de tester aussi, il y en a qui s'y prêtent à être joués directement, alors tout petit peu, on va pas s'attarder énormément dessus parce que c'est une vidéo dans laquelle tu vas passer très rapidement en revue ces différents jeux. On essaie de faire des séquences courtes. Séquences courtes, et écoute, t'as parlé de petits marchés, et on va commencer par Windmill Valley parce que effectivement il y a une petite mécanique de marché dans celui-là. C'est un jeu qui est signé par Danny Garcia, Windmill Valley, je l'ai ici entre les mains, et c'est un jeu, alors Pixie Games, vous êtes distributeur de jeux, éditeur de jeux, et vous localisez des jeux, ici on est dans la catégorie, on localise. Exactement, de board and dice, voilà. Tout à fait. Et donc petit marché, on voit qu'on a un plateau très coloré. Ah oui, le principe, donc Danny Garcia, même auteur que Barcelona, et donc là on est toujours sur quelque chose de très coloré au niveau du plateau, gigantesque. Là on se rend pas compte forcément avec la caméra, et encore que, en fait, monstrueux le plateau. Vois, oui. Et il n'y a pas d'informations inutiles. Dans ce jeu-là, très simplement, nous allons essayer d'être le meilleur producteur de tulipes, parce que la Hollande, Windmill Valley, thématique moulin, tout ça. Il y a des moulins, il y a des vrais moulins, vous avez vos moulins à votre couleur, vous allez pouvoir les poser dans les différentes zones. Si ça va pouvoir se voir bien, mais ils sont quand même... Dessus, de toute façon, on a des chouettes petits moulins. Donc on a des différentes zones, là on voit directement qu'il va y avoir un peu de géographie. Exactement, c'est ce qui va permettre aussi l'interaction entre les joueurs. Très grossièrement, le jeu c'est 4 tours de jeu. Un tour de jeu, ça se complète dès qu'un joueur franchit avec la ligne rouge, ici, hop, je vais pouvoir avancer mon jeton et collecter des ressources en fonction de mon placement. D'accord, on a un petit repère là-haut, donc quand c'est rouge, et là, rouge, bam, ça fait un tour. Et ensuite, on va avoir un choix, grâce à ces deux roues qui tournent, elles sont asymétriques dans la façon dont elles tournent, c'est-à-dire que je vous expliquerai après les systèmes de combos, mais ça tombera jamais 2 fois sur le même truc. Ah oui, ça c'est très malin, le fait, l'association entre les deux, on voit les 2 petites flèches qui sont là-haut, elles vont pas être associées, les 2 mêmes actions ensemble. Forcément, exactement. De jeu, c'est assez original, ça me fait penser à Tzolk'in, que j'avais adoré il y a quelques temps, où il y avait des systèmes de roues aussi. Et ça m'a donné ce petit feeling, et c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché à la mécanique du jeu. Donc là, vous allez avoir 2 possibilités. Eh bien, c'est à vous de vous adapter tout le temps à ce que vous propose le jeu. Il n'y a pas une stratégie, vous pouvez pas vous dire, tiens, je vais commencer ma partie, je vais faire que du moulin, que du plantage de bulbes, ou que ça. Le jeu va vous proposer une ouverture, que ce soit par les améliorations de la roue, parce que du coup, voilà, si je fais ça, par exemple, c'est plutôt sympa, parce que je vais avoir soit moulin plus une pièce, ou alors, si je suis même très malin, et que je veux partir sur une stratégie moulin, parce que le jeu me l'autorise, je fais tour 1 moulin, tour 2, moulin plus une pièce. Et là, du coup, j'accélère très vite le moulin. Moi, je découvre le jeu, j'avais pas eu le temps d'y jouer encore, on l'avait présenté au moment de sa sortie, on l'avait juste signalé, mais ça, ce petit système-là où tu vas améliorer tes roues, j'ai super envie d'essayer. Ouais. Mais du coup, c'est ce qui fait que tu vas créer un petit peu ton moteur de jeu. Chaque partie va être différente, parce que comme je disais, ça va dépendre des ouvertures que tu vas avoir là, et aussi des contrats que tu vas avoir. Donc soit c'est des bonus pour chaque action, soit sur ton scoring de fin de partie, tu vas devoir choisir dès que tu prends une carte. Et ça va te permettre du coup de compléter la carte de différentes façons, soit d'aller au marché, c'est un petit système d'AOLE très rapide qui te permet de faire des actions, poser tes moulins pour embêter les autres, parce que dès que tu as un moulin et que
un adversaire, admettons celui-là il est rouge, il veut venir ici, et ben il va devoir payer une taxe parce qu'il est obligé de passer par le moulin, mon moulin à moi. Donc là, tu vas avoir l'interaction globale. Et après, tu vas avoir un autre petit système économique qui va te permettre soit de faire des échanges avec un marché imaginaire contre des actions, soit au contraire, et là, je trouve ça très malin, on revient sur la roue. Si je décide d'aller très très vite, ça va pas avancer de un tour par un tour. Si j'ai envie d'aller à grand eau, et ben 1, 2, 3 par exemple. Parce que j'ai la possibilité de monter, d'avancer de 3, de 2 ou de 1. C'est moi qui régule la vitesse de mon moulin. Et là, on a envie d'anticiper les mouvements. Donc, exactement. Oui, c'est quand même les actions qui sont associées. On arrive à calculer, parce qu'il n'y a pas de surprise. Non, tu peux le calculer, surtout que tu as des petits jokers qui permettent de moduler à plus ou moins 1 la roue que tu souhaites. Ça marche très bien. Je suis en train d'inventer un autre jeu. Alors, qu'est-ce que je vais faire ce tour-ci? Waouh! Eh ben, contrat ou une descente des eaux. Donc voilà, c'est à peu près l'esprit du jeu. En tout cas, c'est d'essayer de faire des combinaisons sur ta roue où tu es toujours satisfait des actions que tu as, ou sinon faire la moins pire dans un premier temps. Mais il y a quand même une stratégie de fond qui est ultra importante, c'est que du coup, si vous pouvez choisir la vitesse de rotation de vos roues et qu'il y a un nombre de tours limité, ça veut dire que s'il y a un joueur qui décide de sprinter parce qu'il pense avoir suffisamment d'avance, bah à vous de vous blinder en termes de points pour être sûr que votre que vous avez amassé suffisamment, en tout cas que vous avez un engine building, pardon pour l'anglicisme, qui tient la route même s'il est rapide. Donc en fait, il faut vraiment niveler votre vitesse de jeu et vos prises de décision par rapport aux autres joueurs si vous le décidez. Je trouve ça très intéressant et très sympa. Et après, petit plateau personnel où évidemment vous plantez vos bulbes et en fonction de ce que vous avez fait, donc là, si vous avez que des couleurs différentes, bah c'est trop bien. Et si vous avez des lignes entières de couleurs identiques, bah c'est trop bien aussi. C'est trop bien aussi. Voilà. Ok, donc là, il y a cette dimension personnelle, il y a ce timing dans lequel forcément il va y avoir des interactions avec les autres joueurs, mais des interactions également sur le plateau. Et une roue, vraiment. Alors, ce format est réalisé en partenariat avec Pixie Game, évidemment, vous le devinez, mais mon intérêt pour le jeu n'est pas feinte. Non, oui, vraiment, on fait une partie après le tournage, quoi, c'est le plan. Clairement, j'ai très envie de le découvrir. Et on est sur du 4 joueurs. Je trouve qu'il y a très peu de downtime et on est sur moins de 2 heures la partie. Moi, je pense qu'en 1h30 pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer, ça le fait. Ouais. Voilà. Ça peut le faire. Donc ça, moi, je me le note. Rien qu'à la description, tu vois, je suis aussi spectateur de la vidéo, rien qu'à la description, j'ai envie de le découvrir. On va enchaîner avec un autre jeu de Danny Garcia, c'est Arborea. Absolument. Donc, alors on va faire un tour de magie, on va vider la table, mais c'est le même auteur de jeu, c'est aussi une localisation, mais c'est pas le même éditeur. Ici, on a Alecat Games, l'éditeur d'origine, Danny Garcia. Tout à fait. C'est également chez vous, et vous allez le découvrir, c'est également très coloré. Ah ça oui. On a sorti le plateau, très haut en couleur comme on l'a dit, mais qui correspond aussi à l'univers graphique du jeu, parce qu'on voit que, déjà sur la règle, vous le voyez également, on a des petits personnages, il y a un petit côté un peu, je sais pas comment le qualifier, parce que c'est pas un jeu japonisant du tout. Non, mais on est dans l'onirisme un peu japonais, je suis assez d'accord avec toi, on pourrait le qualifier comme ça. Dans l'idée, c'est un biome, en tout cas, qui est abîmé, qu'on va essayer de restaurer, et on a ces espèces de petits kami, on va dire, ça ressemble quand même très fortement à des kami, et oui, il va falloir essayer de recomposer un peu leur biome avec ce qu'ils aiment ou non, soit comme voisin, soit comme biome tout court. Haut en couleur, et je pense que c'est pas un mal. Effectivement, au début, on se dit waouh, ça attaque la rétine. Ça, je suis d'accord. Il y a une question qui vient tout de suite, c'est est-ce que c'est lisible à jouer? C'est la première question que je me pose quand je vois un plateau comme celui-ci. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est relativement clair, hein, les petites icônes qu'on voit un peu partout. C'est juste que dès que tu as une mécanique, dès que tu as ton premier tour, tu vas te dire ça part dans tous les sens. Tu sais pas vraiment le plan de lecture. Et quand tu vas jouer ton premier tour, tu vas tout de suite identifier que ah bah tiens, en fait, telle ressource, elle est de telle couleur, je vais le trouver sur le biome de telle couleur. Tel animal, il est de telle couleur, ah bah c'est logique, je vais le retrouver sur telle couleur. En fait, oui, donc ça aide. Exactement. En fait, il faut vraiment imaginer que c'est des rectangles. Après, ton cerveau fait l'effort. Tu vas voir des rectangles et tu te dis, bah oui, d'accord, ok, ça fonctionne comme ça. Et ce qui permet de délimiter les rectangles, c'est des espèces de petites rampes de lancement, on va appeler ça comme ça, hein, ou un bus, comme vous souhaitez, pour envoyer nos petits jardiniers, on va dire ça aussi, nos petits travailleurs. Donc ça, ce sont les autochtones, on va dire, de ce monde-là, et tout le jeu tourne autour de eux. On a 4 actions à réaliser dans notre tour. Ça, là-dessus, le jeu, très simple, entre guillemets, à expliquer. Dans la mécanique centrale. Voilà. On va pouvoir déplacer de X le petit bateau, et ou, enfin, ça va dépendre, voilà, mais c'est souvent un ou. Vous allez
pouvoir descendre à la station que vous souhaitez. Voilà, on va tout vulgariser comme ça. Quand vous descendez, vous allez remonter le chemin et glaner toutes les ressources qui sont sur votre chemin. Donc, il y a un peu cette mécanique de stop ou encore de, bah tiens, est-ce que je vais attendre là ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre joueur qui va me prendre la priorité ? Est-ce que je vais pas perdre un tour supplémentaire à finalement attendre quelque chose qui n'est pas intéressant pour moi stratégiquement ? Donc, il y a cette première partie-là. Ensuite, il va falloir reposer tous nos personnages parce qu'on a 3 types de meeple. On va avoir des enfants qu'on peut pas faire travailler tout le temps, il faut qu'ils aillent à la sieste. Les adultes, qui sont corvéables à merci, eux on peut y aller. Et les petits vieux, c'est pareil, il faut les ménager. Donc ils peuvent pas tout le temps jouer. Donc il faut bien manager un peu sa team. Et c'est ce qui va nous permettre du coup de choper des ressources. Les ressources, et c'est ça qui... Parce que c'est un jeu de gestion, il y a des ressources, il y a quand Exactement. On n'est pas sur du jeu familial. Non, là on est sur du expert, et donc du coup c'est ça, on va collecter des ressources, collecter des petits monstres, des petits Kami, Pokémon, appelez ça comme vous voulez. Kami c'est mieux. Et surtout, comme vous pouvez voir sur cette partie du plateau, et c'est ça qui fait que, à mon avis, il a été sélectionné dans les 8 derniers du Diamant d'Or, c'est parce que ce système de ressources n'est pas sur votre plateau personnel, il est sur le plateau commun, et donc les ressources sont communes à tous les joueurs. Les ressources sont communes, tous les joueurs pourront pouvoir les dépenser ? Exactement, là par exemple, admettons, j'ai glané X ressources, j'ai le choix, soit je vais les dépenser, d'accord, et donc dans ce cas-là, c'est que pour moi, ou alors je décide de dire, bah non, je vais pas les dépenser, et là dans ce cas-là, je fais 3 points, plus 3 points, plus 2 points, donc j'ai marqué 8 points. C'est malin ça. Et tout le jeu vraiment est basé sur ça, sur ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que toi t'aurais besoin de ça ou pas ? Et en fait tu vas avoir une interaction indirecte, alors là on parle de ceux qui ont déjà fait plus d'une partie, c'est de dire ok, lui il va viser plutôt tel bonus de tel grand ancien, on va dire, donc il va avoir besoin peut-être de telles ressources, ou est-ce que j'ai besoin moi de les dépenser pour aller collecter ça, etc. Donc est-ce que je m'assois sur mes points de victoire directe, ou est-ce que je continue ma collection entre guillemets en espérant que mes voisins d'avant ils aient laissé suffisamment. Et donc du coup, si on recouple ça à quand est-ce que je descends, à quel arrêt de bus, et là ça devient plus cérébral. Une autre dimension, exactement. Et on a compris que c'est un jeu dans lequel vous n'allez pas faire la même partie. La première partie qui est celle de découverte, on essaie de bien appréhender le jeu et de découvrir ses mécaniques, et ensuite quand on le maîtrise, où on peut analyser beaucoup mieux, en tout cas, les stratégies de vos adversaires. C'est ça. Et la dernière phase, entre guillemets, ça va être de reconstruire donc les biomes, comme je vous disais. Donc ça, on peut le manager un peu comme on veut. Il n'y a pas de règles en tant que telles. Tout ce qui compte, c'est que ça fasse une forme homologuée. Et après, on va aller placer certaines créatures sur là, les intersections. Très souvent, la créature correspond au biome de la couleur et ça va vous apporter des bonus, mais certaines créatures, par exemple, qui sont plutôt carnassières, vont aimer avoir une proie près d'elles. Oui. D'autres, au contraire, vont être plutôt solitaires et vont se dire non, moi je veux personne sur ma carte, je veux mon espace tranquille, etc. Et donc c'est à vous aussi de construire très bien votre parc votre parc à Camille, on va dire ça. Le parc à Camille, je passe un petit bonjour à ma belle-sœur qui s'appelle Camille également. On a des règles qui sont très aérées quand même. Ça me rassure, tu sais, quand je me lance dans ce genre de jeu, j'aime bien voir que oui, ok, c'est du jeu expert, vous n'avez pas 46 pages de règles, ça se finit à la page 13 et vous voyez que c'est très aéré, donc c'est pas non plus pénible à lire. Il est plutôt cérébralement complexe, mais parce que tu vas essayer de te projeter sur 1 ou 2 tours pour vraiment dérouler ton jeu et ne manquer de rien entre guillemets. Donc c'est pas les règles qui sont les plus lourdes, loin de là. L'iconographie est très claire, il y en a pas tant que ça. Et de toute façon, vous retrouvez tout sur le plateau commun. Donc non, là-dessus, très peu de difficultés. Et par contre, un vrai mode solo à l'intérieur, ça faut le dire aussi, oui. C'est important pour beaucoup de joueurs. Oui, comme pour Windmill Valley, on l'a pas dit, mais très gros mode solo, c'est même un livret à part, parce qu'il est conséquent, voilà. C'est à peu près tout pour Arborea. Il y a cette piste-là qui reste intéressante, qui vous permet de perdre des points de victoire si vraiment vous voulez dépenser des ressources que vous n'avez pas. Du coup, les joueurs qui disent « Bah oui, mais c'est de la chance, l'autre il a tout dépensé, machin. » Oui, si tu veux vraiment faire ton action, tu peux, mais tu la payes. Donc est-ce qu'elle est vraiment intéressante ou pas ? C'est à toi de choisir. Et ça, c'est pareil, je trouve que c'est des petites finitions qui font que là, quand tu joues à ton Eurogame, t'as vraiment cette sensation de tout le monde est sur la même barque et c'est à toi de manœuvrer le mieux. C'est pas juste j'ai jeté un dé, j'ai perdu quoi. Je caricature, mais voilà. Voilà pour Arborea en tout cas, un gros morceau. Un gros morceau, on va enchaîner avec un jeu un peu moins gros du coup, un peu moins histoire gros, d'alterner un peu les plaisirs.
On enchaîne avec un plus petit jeu qui rentre dans une collection, c'est la collection, la gamme carrée. Vous avez une gamme où là vous êtes éditeur. Là on est éditeur, on prend le jeu de l'auteur qui est sur un fichier Word, grosso modo. Ça dépend des auteurs. Voilà, c'est ça. Et ensuite on essaye de tout faire. En sachant que le critère est très simple, il faut que ça tienne dans une boîte comme celle-ci, avec majoritairement des cartes. Voilà, c'est le plan pour le moment. Dans celui-ci, il y a pas mal. Là, on a sorti le matériel de Hit Extreme parce que c'est la dernière sortie. Il y avait le Hit de base. Ce sont 2 jeux de Rainer Knizia. C'est la nouvelle boîte. C'est la version Extreme. Fichier Word, moi je connais des auteurs qui travaillent sur des PowerPoint. Oui, pourquoi pas. Si, ça peut parfaitement fonctionner. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, si vous connaissez déjà Hit, c'est très proche de celui-là, juste il y a des cartes qui ajoutent de l'interaction entre les joueurs, ce qu'il n'y avait pas trop dans l'autre. Vous allez voir, quand je dis vraiment interaction, c'est on va pouvoir être méchant, voire mesquin. Si vous connaissez pas Hit, les règles sont très très simples. On va avoir des jetons de poker de différentes valeurs, et au début de mon tour, je peux tirer 3 cartes. Je suis protégé tant que j'ai 3 cartes. Parce qu'en fait, la règle est toute simple, tant que je n'ai pas de doublon sur ma banque, ma future banque, entre guillemets, sur les cartes que j'ai tirées, je peux continuer de jouer. C'est un stop ou encore. Donc là, la question est, j'ai un 8, un -7, c'est pas top, et un 5. Je reviendrai sur le duel plus tard. Là, si je décide de tirer une nouvelle carte, on est toujours bon. Est-ce que j'y vais encore ? Non. Et fallait pas, c'est dommage. Et donc du coup, dans ce cas-là, tout part à la défausse. Je ne score pas. Si j'avais décidé d'être... Admettons, allez, je suis pas méchant avec moi-même. Si j'avais décidé de garder ça, du coup ça aurait été à toi. Et dans ce cas-là, tu fais ton tour. Si personne ne m'a piqué entre-temps mes jetons, j'y reviendrai après, je vais pouvoir scorer tout ce qui est là, et donc ce seront mes points de fin de partie. On va jusqu'à la fin de la pile. Là où ça va commencer à être marrant, ça va être... Ça, c'est pour le principe de Hit, en fait. C'est le principe de Hit. Là où ça va commencer à faire une petite différence, c'est qu'on va avoir des cartes, comme j'expliquais, qui vont être le duel, l'élixir, le lucky, et je reviendrai sur le hold-up, banque, et probablement mon préféré, le all-in. C'est que vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre... L'élixir, je vais te le donner. Oui. Mais ça, ce sera la seule carte que tu pourras banquer pendant ton tour. Toutes celles que tu auras devant toi, tu seras obligé de les garder un tour de plus. Le duel, je ne le score que si quelqu'un d'autre sort un duel. Parce qu'il faut être 2. Oui, il faut être 2 pour faire un duel, bien sûr, c'est moins rigolo. Le Lucky 7, il reste chez toi directement, tu le banques tout de suite. Ça c'est sympa. Et là, on commence à rentrer dans les interactions fortes. Les interactions fortes ou marrantes. Banque, c'est tout de suite tu dis non, ça c'est chez moi, tu pourras pas le piquer. Le hold-up, c'est je vais pouvoir prendre chez toi, même si j'ai pas déjà le chiffre correspondant. Du coup, tu peux le piquer. Ça, c'est très dur. Et le all-in, que je trouve très marrant, c'est un tu peux. Tu n'es pas obligé. Hein. Tu tires 3 cartes, tout de suite. Évidemment. Très bien. Voilà. Si tu n'as aucun doublon dans ce que tu as déjà et dans ce que tu tires, tu banques tout de suite. Tu gagnes un tour en fait. Tu gagnes un tour, mais il faut tirer 3 cartes. Il y a une prise de risque et en même temps, est-ce que c'est pas le genre de jeu où on a envie de faire des prises de risque ? C'est fait pour. C'est complètement fait pour. Plein de jeux chez Pixie Games dans lesquels vous allez faire de la gestion où la prise de risque n'est pas la même. En tout cas, on n'a pas envie de jouer avec le hasard. Et là, ici, vous avez l'inverse, c'est-à-dire la récréation entre 2 plus gros jeux. Vous avez Hit, la version extrême qui rajoute des éléments en plus, et la version de base, mais clairement, est-ce qu'on n'a pas envie d'acheter directement la version extrême ? Les deux sont pour 2 publics différents pour moi, dans le sens où tu veux jouer à un stop ou encore tranquille avec, on va dire vulgairement, par exemple les parents ou autres, t'as pas envie de les noyer sous des effets, et tu vas partir sur le Hit standard. Si en revanche tu veux vraiment ajouter du dynamisme en fait à ta partie, plus que juste la fébrilité que tu vas avoir de retourner une carte, qui est déjà très présente chez certaines personnes, là tu vas pouvoir, sans complexifier vraiment le jeu, juste dire tiens, allez, je te bloque un tour de plus, tiens, je vais pouvoir te piquer ça. Maintenant j'ai un choix. Par exemple, tout à l'heure j'avais tiré le -7, qu'est-ce qui m'interdit de le laisser sur place et me dire s'il y a un autre -7 qui sort, la personne sera obligée de prendre mon -7, donc je peux faire ça, ou alors dire non, tant pis, je vais abandonner mes points volontairement et créer un doublon
pour pouvoir me sortir du set. Et donc là, on va avoir des petits axes de réflexion ou des petites taquineries, comme je disais, entre joueurs, en disant, bah tiens, voilà, c'est bien fait pour toi, quoi. C'est déjà un classique, mais si vous ne le connaissiez pas, vous connaissez maintenant ce classique Hit Extreme et Hit à avoir dans toute bonne ludothèque. On continue avec une grosse boîte, un gros jeu. Artipia Games pour l'éditeur d'origine, c'est une localisation et l'auteur du jeu c'est Gustav Stenström. C'est un jeu qui nous emmène dans l'espace sur la planète naine de Cérès. Exactement. Que nous allons coloniser, c'est ça qu'on fait ? Oui, c'est clairement de la colonisation. En fait, donc le marché de Cérès, entre guillemets, c'est ouvert parce qu'on incarne du coup une grande corporation. Et le but du jeu, c'est d'avoir la plus grande empreinte possible sur cette nouvelle colonie. Et pour ça, bah, on va essayer de développer notre industrie, faire évidemment des actes tout à fait pour le bien commun, comme on pourrait dire pour tous les habitants. C'est toujours important. Et parmi ça, bah, essayer d'envoyer notre influence auprès de Mars pour que, du coup, cette délégation martienne qui appartient Cérès dise oui, d'accord, on vous accorde des crédits supplémentaires. En fait, il y a un petit peu de sombre politique qui va arriver dans le jeu. Bah, en fait, c'est pas la Terre, la planète centrale, c'est à partir de laquelle on fait notre colonisation. On part de Mars. C'est-à-dire que Mars est le berceau de cette nouvelle humanité. La colonisation extraterrestre. Il y a toujours la Terre dans l'histoire, mais on n'en parle pas trop. Non. Pas pour l'instant. Faut pas en parler trop. Je regarde la règle. Moi, j'aime bien regarder la règle du jeu. C'est pour vous montrer aussi la complexité. Je pense que là, tu vas être très surpris. Je vais être très surpris. Attention. Si Arborea, dans une seconde. Si Arborea, tu trouvais... Ah bah, il n'y a pas tant de pages de règles que ça. Ouais, on a 7 pages sur Arborea de règles. Regarde Cérès, et tu vas voir que là, si tu disais... Mise en place, tout ça, c'est pas vraiment... le gros pavé. Voilà, là, on vous montre la mise en place. Mais les règles en elles-mêmes, regardez. On a c'est 4 lignes. 2... Véridique. 3 à 4 pages, là on vous explique un petit peu. Et tu parlais de aéré, c'est tout. C'est plutôt la présentation des différentes sections, mais la règle en elle-même, elle est ultra courte. Et ça tient à 4 joueurs en 2 heures, du coup. Waouh, oui, ça dure quand même un petit peu de temps parce que c'est du jeu expert. Oui, mais je trouve que voilà, ce qui nous a fait dire bah tiens, on va signer ce jeu-là, c'est vraiment le côté. Mais attendez, c'est un jeu expert dans lequel, à 4 joueurs, on est 2 heures à table maximum. Les règles, elles sont pliées véritablement en même pas 30 minutes de lecture si t'as envie de... Tu sais, chez toi, t'as toujours envie de faire un demi-tour pour essayer de comprendre avant de le présenter. Ouais. Et t'es prêt à jouer parce qu'en fait, c'est tout simple. Tu vas avoir 5 actions durant ton tour. Oui. Certaines actions vont te demander de placer le jeton. D'accord ? Voilà. Grosso modo, et les autres actions que tu peux faire qui te permettent de temporiser, parce qu'on est vraiment dans un jeu où il va falloir temporiser pour essayer de jouer un maximum pendant notre tour, parce que sinon on va passer, c'est d'essayer d'envoyer nos influences sur Mars pour pouvoir ensuite réutiliser nos petits jetons pour pouvoir faire des actions supplémentaires comme recruter des ouvriers, pouvoir changer, regarder un peu, manipuler les différents decks rivières ou faire du développement de technologie et autres. Ouais. Ou avoir des petits bonus là qu'on n'a pas installés, mais des petits bonus qui te permettent de faire ça. Et en fait, le jeu c'est ça, tu vois, genre voilà, tu dépenses des jetons, tu peux faire telle ou telle action et t'es sur un double tempo de grosse action. Le problème, c'est qu'il y a une place limitée. Oui. Évidemment, moins on est de joueurs, moins il y aura de place. C'est la pose d'ouvrier, mais avec quand même pas mal de places disponibles. Enfin, il y a des places, pas pour tout le monde. Non, des places, parce que tu joues à 4 joueurs, chaque joueur a 5 jetons. Ouais. Tu vois tout de suite que tu pourras pas forcément faire ça, surtout si quelqu'un s'amuse à prendre 2 ou 3 fois la même action. Ce qui est possible, mais ce sera forcément au détriment d'autres choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Déjà... Les ouvriers, c'est la chose la plus importante, quasiment, parce que là, c'est un pool commun d'ouvriers. Même si vous voyez des couleurs sur les petits meeples qui sont là, en fait, ce sont des ingénieurs spécialisés, et c'est juste la couleur d'appartenance de quel type d'usine ils savent gérer le mieux, en fait. Donc, si je décide de prendre le bleu à mon premier tour, tu n'auras pas d'ouvrier bleu. Oh. Donc il va falloir que tu te débrouilles. Je suis déjà frustré alors qu'on est juste à la présentation du jeu, mais je voulais le bleu, moi, clairement là. Donc dans ce cas-là, il va falloir que tu utilises ces nouvelles recrues qui viennent de Mars, et en fait en prenant ça, tu vas augmenter, si tu prends le bleu, et admettons après la barge s'en va, et puis ceux-là ne vont pas, au tour prochain, du coup, il y aura 2 bleus, en fait, et on va pouvoir du coup manager un peu ce pool d'ouvriers. D'accord. Tu peux décider d'augmenter le pool d'ouvriers d'une couleur si tu le souhaites au fur et à mesure de la partie, et un peu limiter cette sécheresse qu'il peut y avoir. Moi j'ai trouvé ça très fin comme mécanique pour le coup, parce que du coup il y a vraiment une tension au début en se disant ah ouais mais attends, si je prends pas de bleu mais je veux vraiment le contrat qui est là,
Voilà, tu vois, tu souffles déjà en fait. C'est que des choix qui te sont proposés dans ce jeu-là. Et ce qui plaît le plus, parce que l'auteur... Alors, attention, je ne sais plus exactement l'histoire, on me l'a déjà raconté plusieurs fois, mais ma mémoire est une passoire. T'inventes. Non, c'est pas inventé. Mais l'auteur, ou en tout cas la personne qui a aidé l'auteur à faire le jeu... A été sur Cérès. Il n'a pas été sur Cérès, mais il bosse dans un complexe spatial en fait. D'accord. Il est astrophysicien ou un truc comme ça, enfin genre un gars, voilà, il connaît un peu le truc. L'auteur est plus intelligent que vous. c'est un super slogan à mettre sur la boîte du jeu. Voilà, c'est ça, fait par un mec intelligent. Et du coup, il a voulu vraiment faire une autre pièce centrale, donc on peut développer notre colonie, développer je reviendrai après, mais sur les différentes recherches qu'on peut faire, ou le bien commun, comme je disais, en faisant voilà, des centrales électriques pour tout le monde, ou des entrepôts, c'est trop bien. Mais surtout... Ce qui est le plus plaisant et ce qui fait que moi c'est peut-être le jeu que je préfère là cette année, en tout cas jouer de chez Pixie Game, c'est parce que chaque tour on va déplacer la ceinture d'astéroïdes. Donc là j'ai déplacé d'un quart, celui-là va se déplacer d'un quart aussi, et celui-là d'un quart aussi. Et en fait, tout ce qu'on veut faire, alors je l'ai déplacé dans le mauvais sens, mais tant pis. Ce qu'on va faire c'est regarder les points de victoire que peuvent nous apporter les astéroïdes, mais aussi les ressources qu'ils peuvent nous apporter, parce que ça reste quand même un jeu de gestion. Là, je parlais d'ouvriers, mais il va falloir aussi payer le coût des infrastructures, etc. C'est pas gratuit. Et donc pour ça, on va pouvoir envoyer nos petites sondes, et il va falloir calculer exactement combien le trajet va nous coûter, en sachant qu'à chaque fois qu'on traverse une ligne avec des pointillés, ou une ligne continue, ou celle qui est au niveau du centre, ça va nous coûter de plus en plus cher. Donc si je vise celui-là, parce que je suis intéressé pour avoir de la glace, bon, est-ce que ça vaut pas le coup plutôt... Bon, tu peux regarder évidemment les autres, mais en fait, tu vas checker la rotation et calculer la rotation, en fait, le tour d'après. Parce que c'est très simple. Il se déplace de 1, il se déplace de 2, il se déplace de 3. Donc une rotation complète se fait relativement vite en fonction du central ou pas. Et du coup, quand tu arrives à envoyer ta sonde pour pas trop cher à l'endroit pile que tu voulais parce que tu l'avais réfléchi, t'es trop heureux. Voilà, c'est ce que je disais ce matin, tu te sens trop intelligent, t'as envie d'appeler ta mère en disant « Maman, écoute, c'est bien ça y est. » C'est bon, je maîtrise. Et voilà. Ça, c'est très plaisant. Après, derrière, bah, vous avez le petit côté civilisation-like où vous allez pouvoir développer votre lancement pour que ce soit de plus en plus facile, vos constructions de plus en plus rapides, vos effets de politiciens enfin votre corporation bien plus influente, exactement. Et après derrière, je sais que ça c'est une mécanique qui plaît à beaucoup de monde, c'est que quand tu mets tes cartes, soit tu en mets une principale, soit tu peux en mettre une secondaire, et donc du coup quand tu vas mettre ton petit gars, bah tu vas pouvoir faire des petites alliances, et évidemment c'est mieux quand tu combines les bonnes couleurs, etc. etc. Et donc c'est à toi de te dire, bon bah est-ce que je fais principal ou secondaire à chaque fois, quel combo je vais faire, parce que tu es obligé de l'exercer dans un certain ordre. Donc si par exemple tu fais cube de glace, lancement de sonde, les sondes consomment énormément d'eau, donc du coup bah, c'est plus intéressant d'avoir glace plus sonde plutôt que sonde puis glace, tu vois, t'es obligé de perdre un peu en tempo, et ça c'est pareil, il y a un petit côté construction que j'aime beaucoup. Voilà à peu près, le jeu se déroule en 4 tours, donc c'est pareil, c'est pour ça que je dis c'est assez simple, ouais, c'est ça, c'est assez simple dans l'explication. Alors 2 heures pour ce type de jeu, hein, c'est pas excessif non plus. C'est pas excessif. Ça s'appelle Cérès, et tu nous as dit, c'est ton jeu préféré de cette année pour le type de joueur que tu représentes. Bah, c'est ça, voilà, parce que c'est un expert qui prend pas trop la tête en fait pour de vrai. Moi je me situe sur l'échelle des jeux, et je sais que ça prête à discussion, mais le initié plus, expert moins, c'est vraiment ce que je vais préférer. J'aime pas planifier sur 4 ou 5 tours. 2 tours, ça me suffit déjà largement. J'ai déjà de quoi manger, entre guillemets. Et là, bah oui, c'est juste des petites mécaniques qui s'imbriquent, et le côté tempo te permet de te dire, c'est pas grave, cette action-là, j'aurais peut-être dû la faire maintenant, mais je pourrais la rattraper plus tard. En fait, t'as un petit droit à l'erreur, mine de rien, qui te fait perdre du temps par rapport aux autres, mais qui ne te fait pas perdre la partie. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Et d'ailleurs, finaliste Diamant d'Or aussi, l'enfant. Donc, pas nul. Voilà. Un jeu qui a été reconnu comme intéressant pour les joueurs experts. On enchaîne avec des On Games, c'est cette maison d'édition japonaise que vous distribuez en version française, francophone, vous les traduisez du coup, vous travaillez dessus. Il y a 2 types de boîtes, et je vous conseille toujours de prendre celle où il y a le logo Pixie Game, non pas parce que voilà, c'est mieux pour nous, c'est parce qu'en fait vous êtes sûr que les règles ont été traduites et relues par un français que nous avons sélectionné, contrairement à la version multilingue, parce que je reçois beaucoup de mails peut-être d'entre vous qui me disent oui c'est pas clair la règle, là c'est pas bien traduit, et t'es là tu fais oui mais parce qu'en fait c'est
pas notre boîte. Voilà. Il faut reconnaître que les règles elles sont particulières aussi. Hein. Les règles Oink Game, elles n'ont pas le même fonctionnement que les règles francophones. Non. Et donc vous vous adaptez évidemment à ça. Mais on a un système de règles qui, sur les premiers jeux en tout cas, quand vous n'étiez pas forcément dessus, c'était pas évident de se repérer. Il y avait... Non. fallait donner du sien aussi. Alors c'est pas le cas de ceux-là. On a beaucoup bataillé en tout cas. Et c'est très cool parce qu'aujourd'hui le partenariat fonctionne très très bien avec eux. Mais du coup aujourd'hui on est content des règles françaises qui sont proposées. Ça veut pas dire que vous ne trouverez pas une coquille, mais on n'est pas sur des règles incompréhensibles. Voilà. Ça a été le cas sur certains des tout premiers jeux quand on a découvert cet éditeur qui a énormément fait parler parce que les jeux sont intéressants, parce que le matériel est surprenant, parce que ça tient dans une toute petite boîte comme ça, mais souvent il y a pas mal de choses à l'intérieur, c'est étonnant à chaque fois. 2 jeux dont on vous parle aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres. Druipolter, c'est un jeu de Paul Schutz, on vous parle juste après, de Order Overload, un jeu de Yun Sasaki, qui est l'un des auteurs. Éditeur aussi, non, Yun Sasaki fait partie de la maison d'édition. Je pense que lui, c'est pas impossible qu'il fasse partie des gars à plein temps dont je parlais ce matin, tu vois, je pense, parce qu'il en fait beaucoup, des jeux chez Wank. Tu dis Wank, toi? Moi, je dis Wank, mais... Ouais, peut-être, je sais pas. Dites-moi comment on dit dans les commentaires. Alors, dans celui-ci, vous avez des éléments que vous allez devoir tenir dans votre main, dont vous allez devoir vous séparer pour certains d'entre eux en fonction de la carte que l'on va tirer, c'est Exactement, l'histoire c'est le petit fantôme, il vient vous hanter, vous attrapez vite vos gris-gris, et en fonction de ce qui est révélé, il va falloir les sortir en manipulant notre main. Mais là, il faut sortir ceux qui sont présents là. Ceux qui sont présents sur la carte. Et vous n'avez pas le droit de regarder, évidemment, ça serait trop facile. Donc hop, vous manipulez, vous sortez les différents éléments. Moi, je suis pas encore habitué, mais... Et après, il faut attraper le fantôme le plus vite possible. Allez, je te la laisse, Mais non, je suis fair play. Je suis pas sûr que j'étais avant toi. Hein, très honnêtement. Vraiment, c'est valide. Alors le problème, c'est que ça, je dois le mettre dans ma main aussi. Exactement. Et il faut en avoir 5 pour chasser le mauvais esprit. On va essayer. On est en direct live, mesdames et messieurs. Ça devient compliqué parce que vous regardez pas ce que vous avez dans la main. Alors, t'as le droit de... Une fois que t'as mélangé, tu as le droit de regarder, mais tu n'as pas le droit de trier. Ouais. Techniquement, tu as le droit de mettre ta main comme ceci pour checker, etc. Tu peux regarder quand même. Moi, j'aurais joué sans regarder. Alors, les règles t'autorisent à faire comme ceci, mais moi, je joue clairement comme ça parce que je trouve que c'est 1000 fois mieux. Mais oui, c'est 1000 fois mieux. Prêt ? Oui, je suis prêt, moi. Oh, bah, j'ai pas du tout regardé, moi. Alors, faut chercher. Ah, bon, voilà, par exemple, j'ai fait tomber des objets qui sont pas bons, donc je dois tout remettre dans ma main et remélanger. Bien joué, hein. Ouais, bien joué, trop fort. En fait, trop fort. Et donc, tu vas continuer à cumuler tes petites clochettes. On continue, mesdames et messieurs. Il y a un enjeu qui est maximal. Oh, c'est très compliqué, là. Bon, là, on y va. Alors voilà, bah, par exemple, t'as perdu ça, donc du coup, tu perds le point. Non, tu perds le point. C'est punitif. J'aurais pas perdu ça, sinon. Et voilà. Donc là, je récupère un point. Un peu perturbé. Et là, on se retrouve à égalité, parce qu'on a un point chacun. Exactement. Et on continue. Oh, dingue. Hop. Waouh, c'est extrêmement simple. Oublie pas de mélanger. Ouais, allez. Bah quoi? Non, oui, d'accord. Non, quoi, la caméra l'a vu, t'as pas mélangé, donc... Mélanger quoi? Ma main. Qui me dit que? Je savais pas cette règle. Alors oui, effectivement, j'ai pas mélangé, mais t'as pas dit il faut mélanger. Si, t'as dit ça? Je mélange toujours. Ah. La caméra l'a vu, on verra au replay. Si tu le coupes au montage, je le saurai. Allez, c'est parti. Tiens, voilà un autre. Oh non! Oh, le malheur! Ah, t'as perdu un point. Oui. Moi, j'ai fait n'importe quoi pendant ce temps. Hop. Donc voilà, il faut sortir la bague. Je mélange super bien. Après, depuis tout à l'heure, je joue avec la main gauche, on est tous d'accord. T'es gaucher? Je suis droitier. Ah bah t'es fort, hein. Moi je joue main droite, hein. En fait, je suis un peu... je suis pas ambidextre, mais je suis... Mais on a déjà fait la bague. Ah, c'est parce que t'as recommencé? Bah j'ai fait tomber les mauvais objets, donc du coup... Ah oui, oh bah moi j'avais... c'est pas très grave. Mais voilà, l'esprit du jeu, quoi. T'en es à combien de points? Je suis à 1 seulement parce que j'ai fait perdre ma clochette, je suis nul. Je suis à 2, c'est le premier à 3 points. Qu'est-ce que tu veux? Allez. Il taquin. Oh là là. Et oh bah tiens, coup de bol, j'ai fait tomber un truc par erreur et c'était pas mal. J'étais coincé. T'as 2 points, le premier qui est à 3 points. Pas très bien mélangé. Ah, là il y a trop de trucs. Oh non. Il jette tout lui. Je regarde pas, hein, mais hop. Et c'est pas grave ta clochette? Bah non, j'ai juste perdu un point, donc je reviens à 2 en fait. On va laisser ça lâcher et c'était bon. Beaucoup trop long. Tu reviens à 2. Le premier qui est à 3 points. Peut-être réussir à marquer un point. Parce que moi je perds pas mes clochettes, c'est super, mais... Oh là. Mais il jette toutes ses clochettes, il finira jamais. Mais ça... C'est facile hein, de marquer des points si on jette les autres. Si on jette les autres points.
Pour mélanger quand t'as fait tomber par erreur. Ouais, je te fais confiance. J'y arrive pas. Alors là, c'est le coquillage. Il me manque un truc, j'ai le coquillage qui me démange. Hop, voilà. Bien joué. J'ai pas réussi à sortir le coquillage, il était coincé dans les gros doigts. J'ai mon 3e point, c'est validé. Tu vois, petite motricité fine, ça tu y joues vraiment avec tout le monde en fait. Je trouve ça super bien. C'est assez universel puisque tu comprends tout, c'est très rapide. Ouais. Voilà, que dire. Rien de plus. Voilà. C'est Dropholter. Oui. Des petites boîtes. À chaque fois, c'est des mécaniques de jeu qui sont différentes et on va vous le prouver en sortant la 2e boîte, Order Overload. Et cette fois-ci, vous n'allez pas jouer avec votre dextérité, vous allez jouer avec votre cerveau. C'est pas mal non plus. Hein. Vous allez devoir vous retrouver dans un café, vous le savez. C'est le moment où le serveur arrive devant votre table et demande ce que chacun veut consommer. Et naturellement, les personnes autour de la table commandent des choses assez diverses et variées. Double espresso, sandwich aux œufs, ça va très bien ensemble. On a un sandwich jambon fromage chaud, chiffon cake. Un chiffon cake. Ouais, ça se prononce comme ça. Un café glacé, un muffin à la banane, une tarte aux pommes, un cheesecake, un lait fraise, un jus de pomme, macchiato caramel, thé café mocha, un latte caramel amande. Est-ce que vous avez retenu tout ce que j'ai dit? C'est le principe du jeu, il fallait retenir. Voilà, c'est ça. Donc ça a été dit très très vite. Chacun notre tour, on va quand même avoir une petite particularité, c'est qu'on va redistribuer les cartes. Ouais. Et donc tu vas avoir des cartes en main. Donc toi ça va peut-être te perturber, parce que moi par exemple j'avais retenu jus de pomme. Bon bah je l'ai en main, donc j'ai pas le droit de le dire. Oui, il faut annoncer ce que les autres ont en main. Exactement, et après, en fonction de la manche qu'on a, il va falloir avoir vidé la main d'un nombre de joueurs. Voilà. D'un nombre de joueurs, c'est-à-dire que chaque joueur a 3 cartes, il faut réussir à leur vider complètement la main si vous êtes 5 autour de la table. Si vous êtes à la première manche, il faut réussir à vider la main d'un joueur autour de la table en faisant chacun à son tour une annonce correspondant au plat qu'on a entendu. Exemple, alors là j'ai été trop vite, quand je les ai lus, on lit un petit peu moins vite que ça quand même. Oui. Vraiment j'ai exagéré. Par exemple, voilà, chiffon cake. C'était dans ceux-là je pense, parce que moi je l'ai pas en main, mais effectivement il y avait un chiffon cake ici, on se rappelle de ça. Est-ce qu'on se rappelle de ce qu'on a dit? J'ai été trop vite. Vraiment, là, c'est trop difficile. Tu nous as tiré une balle dans le pied. À 2, ça va être compliqué de jouer vraiment et de vous montrer comment le jeu fonctionne, parce qu'à 2, c'est pas vraiment un jeu qui se joue à 2. C'est marqué 2 à 6. Hein, si, pour de vrai, c'est juste que normalement, on n'a pas autant de cartes. Oui. En fait, voilà, ça va être ça. Et puis quand t'es à 2 joueurs, c'est un nombre de cartes qui est demandé, c'est pas dès qu'un joueur a vidé sa main. Mais c'est le genre de jeu qui trouve aussi toute sa richesse quand on est pas mal autour de la table et où il y a des interactions, on plaisante, on joue aussi avec la mémoire des uns et des autres. Il y avait sandwich aux œufs, le jambon fromage, double expresso, jambon fromage chaud, le chiffon cake, le jus de pomme. Il y avait un macchiato, je sais plus quoi. Il y avait un thé tout court, je crois. Ouais. Muffin à la banane, je me rappelle plus. Tarte aux pommes, café glacé. Le thé tout court, bravo. Ah oui, le mocha, ouais, c'est ça. C'est pas si simple, non. C'est très facile par contre à expliquer, vous pouvez vous lancer directement dans la partie, et franchement c'est rigolo, et c'est assez surprenant de voir que là on est sur de la mémoire immédiate, c'est une catégorie de mémoire spécifique sur laquelle on peut jouer avec sa concentration. Il y a plusieurs niveaux de jeu, donc vous allez enchaîner les niveaux et essayer d'aller le plus loin possible. Exactement. Et après, vous pouvez même avoir des petites cartes bonus qui vont vous aider, par exemple, avec une syllabe qui est demandée, rappelée, etc., etc. Ça, voilà, c'est en plus. Voilà, petit jeu, vous voyez que c'est très différent, il y a des jeux qui sont complètement différents dans cette fameuse gamme, on a des jeux qui jouent sur le dessin, des jeux qui vont jouer sur le stop ou encore, on en a quelques-uns. Moving Wild qu'on présente pas là, mais qui est plutôt sur le draft aussi, pour apprendre le draft, il est très très bien, enfin, il y a vraiment plein de mécaniques différentes à chaque fois dans une des boîtes. Torgal, le jeu de plateau, c'est un jeu qui est inspiré de l'univers de la fameuse bande dessinée de Jean Graham et Greg Rosinski. On a pas mal d'auteurs sur ce jeu. Oui. Un récit, un auteur de récit, un illustrateur de la boîte, des auteurs en matière de mécanique de jeu. Vous avez effectivement un livret de règles à l'intérieur qui n'est pas tout léger non plus quand même. Il y a quelques règles dans ce... Non, celui-là c'est peut-être le plus lourd pour le moment qu'on ait présenté. Faut prendre son temps. On a fait il y a un QR code qui vous permet d'aller sur une vidéo qui vous explique plus en détail pour essayer de vous aider au maximum parce que on jugeait nécessaire pour ce jeu-là. Une vidéo que vous avez fait en interne ? Non, c'est pas en interne.
Et puis un livret de récit. Et voilà, surtout ça. Voilà, donc là, par contre, vous voyez, le livret, il y a beaucoup de pages, parce que c'est un jeu qui aussi un petit peu sur le pendant narratif, on vous raconte une histoire. C'est ça, ce matin on en parlait, on disait tiens, moi je considère que c'est un mélange entre Andorre, parce qu'on peut retrouver très vite le plateau, on va commencer quelque part, on va se déplacer de région en région, voir ce qui va nous arriver, et quand je dis voir nous arriver, c'est parce que quand vous allez à tel endroit, que vous avez ce qui est demandé, ou parfois ce que vous n'avez pas, ça peut arriver, ça va vous envoyer un paragraphe avec des choix en fonction de ce qui arrive. Je vais prendre un exemple un peu bidon, mais vous arrivez dans une vieille cahute, un peu sombre, un mage est là, et il va pas vous recevoir de la même façon si vous avez la pierre qu'il convoite, si vous venez avec une bourse d'or ou les mains vides. Vous voyez, et ça va vous emmener à différents paragraphes, à différents choix, et donc ça va dépendre de ce que vous avez déjà réalisé sur le plateau, ça va dépendre de ce que vous avez pu collecter aussi en tant que arme, artefact, ou voire compagnon. Donc non, là-dessus, c'est chaque petite chose que vous faites peut être la suite d'un engrenage logique. C'est très narratif, c'est-à-dire que il y a plusieurs façons de régler le problème. Par exemple, sur la tour du mage, soit vous y allez frontalement, vous allez désosser les gardes et ensuite le vilain mage noir, ou au contraire, vous allez essayer de libérer les différents camps d'esclaves pour essayer de faire différentes petites rébellions, des petites guérillas à droite à gauche, ce qui va demander, du coup, aux différents gardes de se séparer sur la carte, et donc vous pourrez aller plus facilement à votre objectif principal. Donc voilà, ça c'est à peu près la trame principale, voilà, c'est ça. Et le livret, c'est ça, c'est beaucoup de paragraphes à lire, et vraiment j'insiste sur ce qui est écrit, c'est pas que du blabla ou pour vous mettre dans le truc, il y a toujours un contexte, méfiez-vous de ce contexte. Des indices peuvent être donnés, ils vont pas être en rouge brillant police 12. Il y a un petit côté on joue avec les joueurs, ça c'est important aussi. Il y a par exemple, si on vous dit que un tel, vous voyez qu'il est proche de mourir, il a besoin absolument de tel ou tel truc, d'accord ? Et essayez de vous en souvenir, revenez plus tard avec peut-être le tel ou tel truc si c'est pas trop tard, vous voyez ? Enfin voilà, il y a ce cheminement là. Si un guerrier des clans vous dit ouais mais nous on n'a pas d'armes, indice. Ils ont pas d'armes. Et oui, c'est un petit peu important. Et à l'intérieur, vous allez avoir, on l'a compris, il y a un petit côté scénario, des scénarios, c'est le bon terme. Il y a des scénarios qui vont rentrer à l'intérieur. Ils sont indépendants les uns des autres. Il y en a 7. Donc, Et donc vous avez un plateau qui change. Un plateau avec des spirales, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans le jeu de société, mais ça reste assez exceptionnel. Je trouve ça bien parce que du coup ça te donne place à l'illustration, t'es pas sur une toute petite carte, voilà, tu profites vraiment, tu veux être dans l'univers de Torgal, voilà, t'as une bulle en géant, là pour le coup, je sais pas c'est quoi le format, il est un peu particulier, mais voilà, t'es sur du grand, tu vois chaque détail, etc., c'est plaisant, je pense que ça devait être aussi plaisant pour les artistes de pouvoir travailler dessus, tu vois, sur quelque chose comme ça, et donc on va pas tout spoil, mais vous voyez que vous avez des villes, vous avez les mines, les montagnes, il y a de l'eau. On n'a pas forcément envie de les regarder en avance quand on découvre le jeu. C'est coopératif, ça c'est important d'insister là-dessus. C'est un jeu coopératif qu'on va jouer tous ensemble et vous avez du matériel qui est assez original parce que c'est pas que un jeu dans lequel vous avez votre figurine, vous récoltez un peu de ressources et vous allez affronter des personnages en fonction de la quête donnée. Regardez ce système très original de pentamino avec les plateaux individuels. Oui, et en fait on va se servir des petits pentamino, polyomino. Des polyomino, puis pentamino c'est forcément 5 carrés. Et là, c'est pour ça polyomino. On va s'en servir pour diverses choses. La première, effectivement, comme tu montrais, c'était pour les points de vie. Si j'ai envie d'être un peu malin, peut-être que si je prends des blessures liées à l'aventure, je vais essayer de faire comme ceci. Puis après, si je décide d'être un petit peu bête, je vais faire ça. Voilà, et dès que je ne peux plus... là c'est parfait, meilleur exemple. Si là je ne peux pas le caler... là c'est parce que j'ai joué vraiment comme un nul et fin d'aventure, mais tant que je peux caler des blessures, je suis vivant en fait. Donc il va falloir bien manager ça. Et vous allez me dire oui mais bon qu'est-ce que ça change fondamentalement ? En fait les blessures vous allez les retrouver sur les dés qui sont là. Donc vous allez pouvoir calculer les risques que vous souhaitez avoir et donc du coup manager vos points de vie en fonction des risques que vous voulez prendre. C'est super malin, ça on n'avait pas vu, ce genre de système, un système de dés où ok, je vais prendre le risque de prendre le vert. Parce que tu sais que ça va être un petit coude, tu as une place parfaite dessus. Alors que si tu avais sorti le rouge, peut-être high risk, high reward, comme diraient les Anglais. Mais là, non, c'est la grosse forme ici. Mais ça, c'est pas mal. Mais t'es bon à Tetris. T'as joué à Tetris, toi. Regarde, t'as vu moi tout ce que j'arrive à mettre.
Voilà. Bon bah là tu vas pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais techniquement ça passe. Ça passe. Donc voilà à peu près pour l'idée des points de vie. Mais aussi ces polyomino ils vont vous servir à faire de l'exploration. Parce que vous avez toute une phase d'exploration, puisque vous allez marcher dans la nature, etc. Donc là j'ai pris 2 cartes au hasard. Hein. Et bah quand vous allez commencer votre aventure, bon bah là par exemple je décide de faire ceci. Bah, je vais pouvoir glaner un caillou, plus une action un peu particulière, mais j'ai pris du coup un petit désavantage en jaune. Bah, le rouge c'est pareil, c'est des avantages, enfin c'est des pertes qu'on peut avoir là-dessus. Je dois forcément avancer, donc là par exemple, hop, c'est pas mal, etc. etc. On évite les couleurs, ouais. Voilà, on va essayer d'aller chercher les ressources, d'avancer le plus loin possible. Et donc ça c'est commun, d'accord, c'est pas chacun son chemin, on va hop le faire, le déployer en même temps. Il va falloir faire attention du coup au chemin qu'on va emprunter. Petit système de niveau du coup, où on va pouvoir jeter plus de dés, plus ou moins fort évidemment, voire explorer de mieux en mieux sans prendre de risques. Et pareil pour les combats. Et moi je trouve que ça marche particulièrement très très bien pour les combats parce que vous allez jeter les dés, pour une fois c'est vous qui allait mettre ça dans la tête des autres, et il va falloir essayer de casser tous les cœurs noirs en le moins de temps possible. Donc qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais aller chercher les gains de niveau ? Est-ce que je vais aller chercher les ressources que je peux attraper aussi ? Et en fait tu vas te challenger toi-même en disant bon, j'ai tiré ça, je peux utiliser telle petite carte, telle petite action supplémentaire pour gagner... Ouais, c'est assez surprenant hein, ce mélange entre un petit côté un peu narratif et un côté puzzle. On va construire son petit puzzle game devant soi. Puzzle aussi, parce que là, on n'a pas parlé vraiment du système d'action, donc on a 4 actions par tour, vous avez un certain nombre de tours alloués pour le scénario, certains vont vous presser plus que d'autres, et donc du coup, vous allez commencer à faire des actions, par exemple celle-ci, et ben je vais pouvoir faire soit celle-ci, soit celle-là, et même un bonus si j'ai d'autres jetons qui ont été mis sur la gauche, d'accord ? Et donc, ça va être comme ça, et même ce qu'on peut faire, c'est en fonction de l'aventure, on va pouvoir remplacer certaines actions par des nouvelles, parce que du coup on a eu tel personnage qui va nous accompagner, ou tel effet, on a appris tel mouvement d'épée, ou je ne sais quoi, et donc du coup on va pouvoir aussi construire les actions qu'on va faire durant le jeu, et du coup bah, tu manages un petit peu tout en fait, c'est pas genre les phases vont être identiques, mais la façon dont tu vas résoudre toi tes actions sur le plateau, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir le rejouer, ton scénario entre guillemets, même si tu connais la finalité, tu vas pouvoir quand même le rejouer parce que tu vas peut-être pas prendre le même passage, parce que le jeu va t'indiquer une sortie différente, et tu vas faire ah oui, donc du coup plutôt cette action là, elle sera intéressante si je la remplace par une autre plus tard, etc. machin, et là-dessus c'est très très, moi je trouve ça très plaisant pour le coup, et voilà, on est très content de la licence. Je sais que par exemple tu travailles souvent avec Pénélope qui, les jeux de licence, elle hésite pas du tout à les démolir s'ils sont pas bons. Fait sur celui-ci. Et elle a plutôt très bien apprécié la mécanique. Voilà, je cite, c'est pas un jeu de feignant en termes de mécanique de jeu et de plaisir de jeu. Je pense qu'on a un peu pareil hein, avec Pénélope là-dessus. On salue les bons jeux et on aime moins les moins bons, peu importe qu'il y ait une licence ou pas. C'est aussi simple que ça. Oui, mais c'est vrai que elle, dans son truc, elle disait souvent que voilà, la licence peut appeler parfois un travail de feignantise parce qu'on se dit bah tiens, on blinde dans la licence. On a déjà vu ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour Torgal, des conditions de victoire, des conditions de défaite en fonction d'eux, et des petits achievements à faire en fonction. Voilà. On continue avec pas mal de matos, mais qui tient dans cette petite boîte. Voilà, c'est le défi, c'est de deviner comment c'est possible de ranger tout ça à l'intérieur de cette boîte Tiny Epic Crimes, pardon pour l'accent abominable. C'est un jeu de Scott Helms. Dans la collection des Tiny Epic, il y en a pas mal de jeux dans cette collection-là, et à chaque fois, c'est un défi de réussir à rentrer les sensations d'un plus gros jeu, d'une catégorie dans lesquelles, en général, on a beaucoup de matériel et des très grosses boîtes, dans de toutes petites boîtes. Il y en a eu plein, sur plein de thématiques différentes. Oui, le zombie pour Zombicide, le viking pour n'importe quel, par exemple pour un Blood Rage au final, parce que contrôle de territoire. On va avoir aussi quoi d'autre, Tiny Epic Donjon pour un HeroQuest ou n'importe quelle grosse boîte que vous avez chez vous, un Descent-like par exemple, voilà. Mais pour le coup, celui-là... On est sur du jeu un peu d'enquête, mais alors enquête mécanique hein, quand même. Oui, voilà. En fait, on pourrait, au début, on a un peu tous vu, sur Kickstarter, ils avaient annoncé Crimes, machin et tout. Je me suis dit, ah tiens, ils vont miniaturiser un Sherlock ou quelque chose comme ça. Avec du scénario et tout, c'est compliqué, mais oui. Et en fait, non, pas du tout. Contre-pied total, je trouve que celui-là se dénote du coup, mais en positif, hein, quand je dis se dénote dans ma bouche, par rapport au reste de la gamme, c'est parce qu'ils ont vraiment fait une mécanique à part où je me dis pas, tiens, ça c'est
copier-coller miniaturisé d'un jeu. Oui. Ils ont toujours des petits twists de toute façon dans les Tiny Epic, hein, c'est pas du tout... voilà, il y a un vrai travail d'auteur, c'est pas juste on copie allègrement les copains. Mais pour celui-là, je trouve qu'il y a eu un développement qui fait que je le mets assez inclassable en disant tiens, ça va me rappeler un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Et voilà, c'est vraiment, faut le traiter comme un nouveau jeu. Ce que c'est faire Scott Helms, parce que c'est un auteur qui a fait des tonnes de jeux assez différents les uns des autres, dans plein de catégories différentes. Et là, on a un jeu dans lequel vous voyez, on a une ville qui est représentée sous forme de cartes. Et on n'a pas trop de plateaux à l'intérieur. Voilà, c'est ça, c'est que des cartes villes qui vont créer ça. Donc là, on a fait une ville miniature pour le bien de la vidéo. Mais dans l'idée, donc on incarne les forces de l'ordre, donc que ce soit détective ou vraiment le NCPD, comme ils disent à New York, et on va devoir trouver le responsable d'un meurtre parmi toute une liste de suspects. Donc chaque c'est coopératif, hein. Alors ça peut être coopératif, et ça peut être chacun pour soi. Solo, coopératif, chacun pour soi. D'accord, il y a plusieurs modes à l'intérieur. Voilà, en sachant que je conseille de commencer par le coopératif, comme ça, tout le monde apprend les règles au même rythme, et on va essayer de se challenger avant qu'il y ait la fuite du meurtrier, du coupable. Donc sinon, dans le mode compétitif, chaque joueur va avoir sa propre petite enveloppe qui lui permet de glaner des indices et de pouvoir regarder ça via un filtre rouge, comme ça on peut pas voir ce qu'ont les petits copains si on a un œil qui traîne. Et le jeu va se jouer de la manière suivante. Quand c'est à vous de jouer, vous allez pouvoir faire plein d'actions sur le plateau, et ces actions-là, et c'est là où je trouve qu'ils dénotent, c'est parce que c'est vraiment ça peut être la filature, ça peut être une planque, ça peut être conduire ma voiture jusqu'à l'autre bout pour faire une interpellation, pour aller voir un indique, pour aller voir un témoin, ce genre de choses. Je peux même appeler des renforts s'il y a plusieurs bandits adjacents, en me disant vite, allez, on va appeler les copains en fonction du jet de dés que j'ai fait, ils vont pouvoir arriver et boucler tout le monde, jusqu'à même des interrogatoires des autres joueurs. Alors l'interrogatoire, il est entre guillemets un peu mécanique, c'est parce que je vais pouvoir du coup regarder un petit peu ce que toi tu as déjà glané, mais voilà, on est quand même, je trouve, vachement plongé en termes de mécanique par rapport à ça, et il va falloir quand même aller le plus vite possible si vous êtes en coopératif, et si vous êtes chacun contre les autres, du coup il va falloir être plus rapide que les autres joueurs. Exactement, en sachant qu'on a quand même un nombre d'actions limité. Plus vous vous déplacez, plus votre pion va avancer, etc. etc. Donc c'est à vous de manager en plus votre temps et savoir quand est-ce que c'est utile de dépenser beaucoup de votre temps pour cette enquête, ou au contraire temporiser en disant ça m'intéresse pas, je vais faire une pause café. Véridique, l'action pause café existe. L'action pause café est disponible à l'intérieur. Pause café, elle existe. C'est important, et dans les films, dans la vraie vie aussi, la pause café, c'est un moment sur lequel il y a pas mal d'échanges. Donc voilà, c'est à peu près pour l'idée, c'est pour ça que nous on le trouve très intéressant dans la gamme. Et il est arrivé avec une extension. Oui, parce que c'est souvent le cas sur les Tiny Epic, et souvent, même la semaine de la sortie, la grosse boîte et la petite extension en plus pour ceux qui veulent aller plus loin. Grosse boîte. La grosse boîte. On termine avec deux jeux. Alors déjà, un Pillard de la mer du Nord, c'est un classique. Celui-ci, vous l'avez depuis très longtemps, et on regardera ce TTMC, la bonne bouffe, avec Marmiton. Pillard de la mer du Nord, on voulait vous le montrer tout simplement parce que vous avez fait une nouvelle boîte sur ce classique, parce que celui-ci il est installé depuis très longtemps, c'est un des premiers jeux de la gamme. C'est même un des premiers jeux de Pixie en termes de localisation, c'est un des tout premiers. De Cham Phillips, l'auteur, il en avait fait d'autres, avant Pillard de la mer du Nord. J'ai le souvenir d'un autre jeu avec des bateaux, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on en avait déjà eu, et dans celui-ci, vous voulez insister, notamment, nouvelle édition, nouvelle boîte que vous avez fait vous, c'est Pixie Games qui l'a développé. Oui, il n'y a pas d'autre. Voilà, c'est ça. Cette boîte-là n'existe pas à l'étranger. Pour vous montrer le rangement. Voilà, dedans là, vous avez toute la trilogie. On va même dire saga, puisqu'on est chez les Nordiques. Vous avez toutes les sagas de Pillard et ces deux extensions. Pillard, ces deux extensions, et même les exclusifs des différents Kickstarter que j'ai pu trouver à droite à gauche. Tout rentre, et on a mis un point d'honneur à faire un insert qui, vous voyez, il y a encore de la place malgré le nombre de cartes, c'est parce que vous pouvez sliver le tout, ça va rentrer. Voilà, on a entendu les plaintes par rapport à ça. Dedans, vous allez retrouver les pièces métal, on a décidé de les conserver, qui sont là. On a décidé de
offrir entre guillemets l'extension pour jouer en solo parce qu'elle était très compliquée à obtenir. Pour nous, c'était compliqué de la réimprimer. Qui est là. Exactement. Donc dedans, vous avez le jeu de base, le solo, les pièces métal. Le prix n'a pas bougé. Champ de gloire et Taverne des héros, les 2 extensions. Ça, c'est 2 extensions pour montrer que tout rentre. Les extensions ne sont évidemment pas livrées avec, bien sûr, ça, il faut les acheter séparément. C'est ça. Et comme ça, après, vous pouvez tout ranger, ça vous fait qu'une seule belle boîte à la fin. Et voilà, on a décidé de prendre le parti de refaire l'édition et de pas vendre une boîte vide, parce qu'on jugeait que ça faisait longtemps que le jeu n'avait pas été réimprimé. On pouvait faire une couve complètement différente. Elle est chouette, hein. Ajouter du matériel. Beaucoup plus jolie que la précédente. Il y a un ton, il y a une construction de l'image qui est plus sympa. Le côté noir, moi j'apprécie énormément le côté un peu noir de la boîte. Je trouve que du coup elle ressort en fait pour le coup que le bleu dominant qu'il pouvait y avoir avant. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un classique, c'est à moitié une nouveauté parce que l'édition est nouvelle. Et on termine donc avec le TTMC, nouvelle boîte. Ça, il y en a plein des boîtes de TTMC. Évidemment, c'est un de vos grands classiques. Oui. Et là, on a une nouvelle boîte spéciale. Marmiton, on va se poser des questions de cuisine, et je ne terminerai pas, donc il n'y a pas grand chose à raconter sur ce jeu, parce que tout le monde le connaît par cœur. Voilà, c'est ça. Mais quand même, c'est un partenariat. Ce que je peux raconter, c'est que, en tout cas, Marmiton a compris l'essence du TTMC. Jean-Claude Marmiton, qu'on connaît bien, qu'on salue. Et nous a autorisé, entre guillemets, en tout cas c'était dans le cahier des charges, voilà, d'avoir des cartes qui sont complètement décalées, telles que doit l'être un TTMC, parce que sinon, si c'est juste combien d'étoiles possède ce cuisinier-là, tu les connais toutes, toi, du coup. Oui, voilà, exactement. Oui. Donc, si je te pose une question, tu vas pas te... blague culinaire, c'est très rigolo. On la monte, celle-là ? Allez, vas-y. Allez, blague culinaire, tu te mets combien en blague culinaire ? Évidemment, je sais pas. Enfin, moi, je vais dire... On est joueur, on va dire un petit 6. Un petit 6. Est-ce que j'ose ? Moi, j'avais toujours envie d'aller au-dessus. Ok, je dis 5, je te laisse 6. Comme ça, je suis safe. Pourquoi t'es safe ? Je vois pas pourquoi t'es safe. Là, tu me laisses plus de chances de gagner, j'allais partir sur 7. Alors, t'as dit 5. On va regarder la 5e. Quel est le fruit le moins rentable pour le portefeuille ? C'est pas l'oseille, c'est pas un fruit. L'oseille, c'est rentable. Le fruit le moins rentable pour le portefeuille. Je suis sûr que c'est un... Oui, non mais 100%. Il faut chercher tous les fruits. C'est un fruit, Pour le portefeuille. Ouais, je l'ai pas, moi. Moi, je regarde ma question 7, maintenant. Vas-y. Quel est le fruit le plus végétarien ? Du coup, c'est une question. Je sais pas. Parce qu'il y a des trucs assez simples. Deux laitues se parlent au bord d'un rang. Que se raconte-t-elle ? Des salades. Tu vois, celle-là, je l'avais. Derrière. Quelle est la légumineuse préférée des ophtalmologues ? Les lentilles. C'est facile. Ça, c'est les premières questions. Dans quel pays d'Europe peut-on voir des aimables carottes et des gentils petits pois s'entrelacer ? Bon duel. Ah non, dans quel pays d'Europe ? Un pays d'Europe. Des aimables carottes et des gentils petits pois s'entrelacer. Ah non, nul. En Macédoine. Macédoine de légumes. La 4, on l'avait. La 5, quel est le fruit le moins rentable ? C'est celle-là. C'est la première sur laquelle on bloque. Ouais, celle-là, je sais pas. Voilà, Le moins rentable. C'est bizarre, on l'a pas. C'est fou. Ah, c'était la 7. Quel est le fruit le plus végétarien ? Moi, j'ai dit 6. Ça va, je suis sauvé. On va pouvoir le regarder. Le plus végétarien. Vous l'avez peut-être, on termine là-dessus. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous les avez trouvés. Une mouette mange un sandwich jambon-beurre. Une autre mouette arrive. Elle a faim aussi, la bougresse. Que demande-t-elle à la première ? Elles sont plus dures, les 5, 6, 7. Ouais. Elle mange un sandwich jambon-beurre. Une autre mouette arrive. Elle a faim aussi. Que demande-t-elle à la première ? On fait mouette. On fait mouette. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais. On fait mouette. Ouais. Bon, moi j'abdique. Que dit le citron à la vache lorsqu'il entre dans une banque pour faire un hold-up ? Le citron il dit qu'il est pressé. Et pourquoi à la vache ? Ok, on va regarder. Avec lait concentré ou un truc comme ça. Le 5, le fruit le moins rentable. Vous l'aviez. On est ridicule, on ne l'a pas trouvé. Ouais. Parce qu'un fruit qui est cher. Je ne sais pas. Non, mais tu sais, ça doit être genre queue de cerise ou un truc comme ça, je sais pas. L'amande. On n'aurait pas pensé que c'était un fruit, mais oui. Eh oui, c'était assez facile. Cette histoire, on fait mouette, on l'avait. Ouais, bravo. Et enfin, la pastèque, parce qu'il n'y a pas de steak, c'est ça qui est le plus végétarien. C'était facile. J'appelle les gens tout de suite de la R&D de TTMC.
Le citron dit pas un zeste. Et la vache dit que personne ne bouse. Ouais, ça, j'aurais jamais trouvé. Là. Non. Quel est le point commun entre un robot et une sauce napolitaine? On les finit, parce que c'est important de finir ce jeu quand même. On est dans la 9. Hein. Ouais, La 9, non, là, j'aurais aucune idée. Entre un robot et une sauce napolitaine, je sais pas du tout. Ils sont tous les deux automates. Ah, j'aurais pu trouver si j'avais cherché pendant une demi-heure. Gladys, qui est introuvable normalement, Ginette et Geneviève, 2 araignées sexy, font la cuisine, Pépouze. Que prépare-t-elle en dessert? Ginette et Geneviève, 2 araignées sexy. Que prépare-t-elle en dessert? Des toiles. Je cherche aussi un truc avec toile, mais ça me... Des mouches au chocolat. Ok, c'était la 10, elle n'était pas trouvable. Voilà, vous avez un aperçu, évidemment, il y a plein de thèmes qui sont complètement différents les uns des autres, vous allez pouvoir vous amuser pendant des heures. Il y a des thèmes sérieux du coup, comme je disais. Oui, je vais... par exemple, tu te mets combien en friture? Tu te mets combien en velouté, en cassoulet, en sans gluten, en fromage président, en microbrasserie? On arrête cette vidéo? Ouais. On arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous dire les jeux qui vous ont tapé dans l'œil, ceux avec lesquels vous allez repartir et peut-être ceux que vous allez glisser sous le sapin, parce que c'est aussi l'occasion parfois d'avoir de bonnes idées cadeaux, ça approche au moment où on tourne cette vidéo. Voilà, utilisez nos commentaires, ça nous est utile et puis nous ça nous permet aussi d'échanger avec vous parce que c'est des formats qu'on tourne à votre destination. Le but c'est de vous présenter des jeux de société, ça nous fait le plaisir de les amener et nous on va se quitter pour aller jouer à Win Valley. Oui, très bonne journée à vous et merci Martin de l'invitation. Merci d'être venu au chalet et à bientôt.